Cette vidéo est sponsorisée par Le Dénicheur. Le Dénicheur est un comparateur pour dénicher tous les produits que vous souhaitez acheter au meilleur prix. En comparant les différents marchands proposés, vous avez une vision globale du marché. Je ne vais jamais parler de prix dans cette vidéo car c'est une donnée qui varie en permanence. Pour les connaître, vous trouverez en description les liens de tous les produits de mon setup présents sur Le Dénicheur. Avec l'outil d'historique de prix, vous serez même en mesure de confronter différentes périodes pour peut-être espérer une baisse, auquel cas vous aurez la possibilité de mettre une alerte pour sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Merci à Le Dénicheur de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. Allez, abonnez-vous et aimez. Et commentez surtout. Sur ces images, j'ai 13 ans. Je crois que c'est la webcam de mon ordinateur qui me filme, j'ai un micro qui sature, et un Dazzle mal configuré est branché à ma PlayStation 3 pour enregistrer un gameplay assez médiocre en 720p. Cette vidéo fera sans doute moins d'une centaine de vues, dont la majorité est générée par mon index qui clique frénétiquement sur rafraîchir la page pour voir combien de personnes n'ont pas regardé ma vidéo depuis la dernière fois que j'ai vérifié, il y a 1 minute. Mais peu importe. Ce qui compte à ce moment-là, c'est d'avoir créé. Le lendemain, je vais tourner une autre vidéo, un autre gameplay, surveiller la barre de chargement toute la nuit pour être le premier à la voir et certainement le dernier. Mais sait-on jamais, si je continue à le faire, peut-être qu'un jour je n'aurai plus à regarder mes propres vidéos pour qu'elles soient vues. Si vous êtes animé par quelque chose, rien ne pourra s'y opposer, surtout pas le manque de matériel. Mais putain, comme j'aurais kiffé avoir ce setup. Instincts going no, looking bad like a bat with an eye patch. All black to the woods with a backpack and a lit match. Ce qui s'est révélé être le choix le plus difficile pour mon cinéma, c'est le meuble télé. J'ai mis énormément de temps à le trouver. J'ai même demandé de l'aide sur Twitter et j'ai fini par me rendre à l'évidence que le meuble parfait n'existe pas. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un marché complètement délaissé, soit ils sont beaux, soit ils sont pratiques, mais l'union des deux n'existe pas. Pour autant, je trouve celui-ci très convenable. J'aime ce design simple et vintage et il est bien pensé. Les 3 rangements qui semblent à première vue ne pas en être renferment pas mal de choses. Il y a des trous pour faire passer les câbles et on peut choisir de placer l'étagère ou non selon la taille des appareils qu'on souhaite y mettre. Ce qui était très important pour moi, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je comprends pas le concept de meuble ouvert. Si je veux montrer tout ce que je possède, autant que je le foute par terre. Mais il fallait également que le matériel à l'intérieur puisse respirer. C'est là que ça se complique. Je voulais un meuble fermé, mais assez ouvert sans pour autant qu'une portière encombre l'espace. C'est là que ce produit fonctionne, puisqu'il suffit de pousser légèrement puis de la faire coulisser pour que la portière se range à l'intérieur du meuble. À chaque fois que je joue, j'ouvre la portière pour faire circuler la chaleur, puis je la referme pour la pureté de mon intérieur. À l'intérieur, j'ai une Switch que j'ai refusé d'acheter pendant très longtemps, pensant avec beaucoup de mépris que c'était pour des joueurs trop casual et que je n'allais jamais y jouer. J'y passe beaucoup de temps. Cette console est exceptionnelle. Quel que soit le type de personne qui vient chez moi, qu'elle joue beaucoup ou pas du tout, j'ai un jeu de Switch à partager avec elle. C'est la console conviviale par excellence. Je vais pas m'éterniser dessus, je vous renvoie vers la vidéo qui m'a fait accepter que j'avais besoin de ce produit et surtout de mettre de côté mon ego de joueur qui a commencé toutes ces conneries sur Call of Duty. Une PS4 Pro en attendant les consoles next-gen, une Apple TV que je n'utilise plus puisque cette version ne supporte pas la 4K et que j'ai déjà AirPlay sur ma télé. J'attends juste une nouvelle version pour retrouver ses apps, son interface et cette télécommande que j'aime tant. Espérons que ce soit pour début 2021. Un lecteur Blu-ray de chez Sony, car aussi étonnant que ça puisse être, je me suis mis à acheter des Blu-ray pour diverses raisons dont on discutera un autre jour. Globalement, ça lit des films en très bonne qualité, c'est tout ce que je lui demande. La pièce maîtresse de mon cinéma, c'est évidemment cet incroyable bijou, la AG9 que m'a envoyé Sony. C'est le produit dont je suis le plus fier. La G9 est un produit Master Series, ça veut dire que j'ai dans mon salon ce que Sony fait de mieux. Un monstre de 65 pouces, ça fait 164 cm de diagonale, c'est-à-dire qu'on peut mettre des gens dedans. AirPlay, Chromecast, Google Assistant, évidemment 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Audio, tout ça ce sont des formalités pour un produit de cette gamme que je ne vais pas vous détailler pour prendre le temps de vous parler de ce qui me fait réellement vibrer. La technologie OLED sur un téléviseur, c'est incroyable. L'OLED, c'est le successeur du LCD. Sa particularité réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas de système de rétroéclairage. Ça permet une finesse de l'écran ainsi qu'une brillance, des couleurs et un contraste jamais vu auparavant. Mais ce qui surprend le plus, c'est le noir. Un écran LCD n'est jamais véritablement noir. Quand il affiche une scène sombre, il est plutôt grisâtre, justement à cause de ce rétroéclairage permanent sur toute la dalle. Sur de l'OLED, chaque pixel produit sa propre lumière. Le noir se traduit donc simplement par l'extinction des pixels. Quand l'écran devient complètement noir, c'est toute la pièce qui s'éteint. Mais si l'image de la G9 est impressionnante, au-delà de la qualité de sa dalle, c'est surtout parce qu'elle repose sur le processeur X1 Ultimate. Parmi tous les rôles de ce processeur, on y trouve notamment du machine learning, qui reconnaît des objets présents dans l'image pour leur appliquer un traitement spécifique en temps réel. Qu'il ait reconnu un ciel, un visage ou de l'herbe, il adapte en direct les textures, le relief, les couleurs et contrastes pour donner à l'image un boost de réalisme. C'est ce qui résume le mieux cet écran, le réalisme. Il y a même un mode calibré pour Netflix, l'image s'adapte automatiquement selon les contenus pour se calibrer sur les mêmes réglages qu'en post-production, afin de s'approcher au mieux de la vision du réalisateur. Cet écran est impressionnant, mais l'image n'est même pas ce qui m'a le plus surpris, c'est le son. Sony a développé une technologie qu'ils ont baptisée Acoustic Surface Audio Plus. À l'arrière de l'écran, on retrouve 2 haut-parleurs qui font office de caisson de basse, mais aussi 2 actionneurs. Ces actionneurs ne produisent pas de son, ils exercent des vibrations dont les ondes vont parcourir toute la dalle, et ce sont de ces vibrations que résulte le son. Les sons aigus et médiums sortent directement de l'écran. Ça donne non seulement un son excellent, mais aussi spatialisé. Vous aurez la sensation que la personne qui parle à droite de l'image parle véritablement à droite de l'écran. Ça fonctionne si bien que l'intérêt d'une barre
barre de son est discutable. Ça ne remplace en revanche pas un système audio complet avec des satellites placés dans la pièce. C'est la prochaine étape. Je n'ai pour l'instant qu'un HomePod que j'utilise que pour la musique car il a été conçu que pour ça, c'est pas un as de la connectivité. Donc si vous avez des références de système audio, je suis preneur, le son de la télé fera alors office de voix centrale du système. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur ce produit, mais je pense que vous voyez déjà à quel point il me fascine. C'est un produit presque parfait qui a eu pour conséquence que les soirées Netflix se déroulent toujours chez moi. Il ne lui manque qu'une chose. De toutes les tentatives des constructeurs de télé pour améliorer leur immersion, de la 3D à l'incurvé, avec toute la R&D que ça demande, la seule proposition qui fonctionne à mon sens, c'était de foutre de la lumière derrière. C'est Philips qui le propose avec son système Ambilight intégré à ses télés. L'idée est de capter les couleurs dominantes présentes à l'image pour les projeter sur le mur, donnant l'impression que l'écran est infini. Je sais que beaucoup ont du mal avec ce concept. Personnellement, je trouve que ça fait toute la différence dans un setup cinéma. Cette impression que la scène pénètre dans mon salon est un game changer. Si bien que c'est devenu une véritable obsession de l'intégrer à mon setup sans avoir à changer ma télé. Et en 2020, c'est possible. Pour ce faire, j'ai besoin de 3 produits de la gamme Philips Hue. Un pont Hue, qui relie toutes mes lumières connectées entre elles, la Syncbox, un boîtier sur lequel je branche tous mes appareils en HDMI pour réceptionner les couleurs affichées à l'écran, et un produit fantastique qui vient de sortir, le Lightstrip Radiant, qui fait le tour de mon écran pour projeter jusqu'à 7 couleurs différentes en même temps. Pour mon espace de travail, j'ai choisi un trio de couleurs, noir, gris et blanc. Au-delà de leur esthétisme, c'est aussi un choix stratégique. Ce sont des coloris qu'on retrouve énormément dans la tech, donc c'est pas difficile à trouver. De mon clavier à ma gourde, en passant par le Dyson, qui me rafraîchit l'été et me réchauffe l'hiver, tous les produits qui composent mon setup respectent cette règle. J'ai choisi un standing desk. Cette vidéo est horrible pour la prononciation, afin d'avoir la possibilité de travailler debout, ce que je fais plus souvent que je le pensais. C'est une belle pièce de 120 par 80 de la gamme Jarvis que j'ai retenue pour ses options de customisation. Le coloris de la planche, des pieds, la gestion du câble management, le bras pour le moniteur, le crochet pour le casque ou encore le décapsuleur, tout vient de la même commande. C'est à ma connaissance le meilleur bureau de ce type, mais j'ai quelques recommandations à vous faire que j'aurais adoré qu'on me dise avant mon achat. Prenez bien en considération que 80 cm de profondeur, c'est très pratique pour placer tout ce que vous voulez, mais c'est très grand. Le coloris noir respecte totalement ma règle de 3 couleurs, mais c'est un aimant à poussière et surtout à traces de doigts. C'est le pire choix pour un youtubeur qui doit régulièrement faire des photos ou des vidéos par exemple. Et le point le plus important, je trouve la hauteur de base du bureau trop haute pour la plupart des fauteuils. Privilégiez l'option étendue si vous souhaitez être assis correctement et éviter des douleurs aux épaules notamment. À ce propos, j'ai acheté le fauteuil de mes rêves. Un Herman Miller. Herman Miller est une référence du fauteuil haut de gamme. L'Iron que j'ai ici est depuis 30 ans le symbole du fauteuil moderne. Sa première version fait partie de la collection permanente du Musée d'Art Moderne de New York. Il a été une véritable révolution dans le fauteuil ergonomique, de par ses matériaux premium et ses ajustements poussés, mais ce qui fait toute la différence selon moi, c'est sa mobilité. Sur un fauteuil classique, j'ai tendance à m'avachir, que ce soit en avant ou en arrière, et si la plupart des sièges permettent de modifier l'inclinaison, ça demande une manipulation, que je vais pas passer ma journée à faire. L'Iron, lui, suit mon mouvement, je n'y suis jamais figé. Que je sois droit ou que je me penche en arrière, le dossier et ses soutiens lombaires accompagnent toujours mon mouvement. Ce sont ces matériaux et cette mobilité qui font que ma posture est toujours contrôlée. Sur mon bureau, j'ai toujours mon Mac Mini de 2018 que j'aimerais évidemment remplacer par un Mac Pro, si le dénicheur continue à soutenir la chaîne les prochaines années, mais qui me permet de travailler dans de bonnes conditions. Pour le booster, je l'ai couplé avec un iGPU, une carte graphique externe plus grosse que l'ordinateur, de Blackmagic. Ça me permet surtout d'avoir des performances décuplées en montage sur Final Cut. Le tout branché sur un écran que j'adore, de chez LG, 27 pouces, Ultra HD, branché en USB-C, tout ce que je demande. Je n'ai ni besoin ni envie d'un écran 21/9, j'aime avoir le moins d'applications ouvertes possible, et 27 pouces c'est une surface parfaite pour bosser. J'ai viré son pied pour le remplacer par le bras Jarvis, j'ai plus de liberté quant à l'orientation et la hauteur de l'écran, il est parfait pour faire circuler les câbles et j'adore cette impression qu'il flotte. À l'arrière, j'ai placé 2 Uplay pour avoir une lumière indirecte, encore une fois projetée sur le mur. C'est à mon sens vraiment ce qui fait ressortir tout le setup. Sur les côtés, 2 enceintes que je voulais blanches pour qu'elles ressortent, c'est l'ancienne version des Wavemaster Cube qui font l'affaire. J'adorerais mettre 2 HomePod mini, mais encore une fois en termes de connectivité c'est compliqué, je peux pas travailler en AirPlay. Pour ce qui est des périphériques, j'ai le strict nécessaire pour ne pas cumuler trop de câbles et conserver un certain minimalisme. La Streamcam de Logitech pour que mes calls professionnels en aient l'air. Le micro NT USB avec lequel j'ai enregistré la voix off du début, soutenu par le PSM1, lui-même suspendu par le bras PSA1, le tout de chez Rode. Un casque de monitoring filaire que j'ai depuis des années et qui est une référence, le DT770 Pro édition 80 Ohm de Beyer Dynamics. Bien que la plupart du temps ce sont mes AirPods qui murmurent à mes oreilles, c'est inutilisable dans un cadre professionnel avec des logiciels qui demandent de la précision et une absence totale de latence. Mon clavier que j'aime d'amour, c'est le Magic Keyboard en gris sidéral. Je le trouve splendide, simple, plat, il a une excellente autonomie et c'est pas de réinventer le clavier avec des fonctions dont je me servirai jamais, parfait. J'ai pas du tout les mêmes attentes en ce qui concerne ma souris, ça fait des années que je travaille qu'avec la MX Master de Logitech, ici sa 3e version et c'est un outil de productivité formidable. La roulette horizontale pour faire défiler ma timeline, la surface cliquable sous le pouce pour supprimer un élément, le bouton en surface pour faire une capture d'écran, les 2 touches sur le côté pour copier ou coller. C'est ma configuration, mais toutes ces touches sont paramétrables, je peux même avoir des presets différents pour chaque application. Sans elles, sincèrement,
vraiment je suis malheureux. Et je crois que je vous ai tout dit. Je ne vous ai pas parlé de mon iPhone, de mon iPad Pro ou de mon Apple Watch parce que ce sont des appareils dont je parle toute l'année. L'objectif de cette vidéo, c'était de discuter de produits que j'adore mais sur lesquels je prends pas le temps de m'attarder habituellement. Mais c'était aussi l'occasion de faire le point sur mon évolution, car c'est ce que mon setup représente à mes yeux. Toute cette technologie qui m'entoure relève, au-delà d'un fanatisme évident envers les beaux objets et l'innovation, de ma survie. Ce n'est peut-être que du matériel, mais sa seule évolution me rappelle que je n'ai pas abandonné. C'est la matérialisation d'un rêve devenu réalité. Ce setup n'est pas terminé. Espérons qu'il ne le soit jamais. Merci à tous, merci à Le Dénicheur, c'était Léo Duff. Bon bah, on va se retrouver sur une autre map. Hein. Ah bah ouais. Bah, tout de suite. Worship. Oh my goddess. Yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple.